Bienvenue à tous. Est-ce la fin de la crise des commerçants, ces fameux gilets jaunes qui ont défilé notamment à Meknes il y a de cela maintenant 10 jours? Un accord a été conclu hier entre la Direction Générale des Impôts, la douane et la coordination des commerçants. Il devrait mettre fin donc à la grogne de ces derniers et aux menaces de grève. Aujourd'hui, Moulay Hafid El Alami et Mohamed Ben Chahaboud reçoivent en principe les représentants des commerçants. Il est fort possible que le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, préside lui-même cette réunion. Alors cet accord, que contient-il? Va-t-il pouvoir apaiser la situation? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Dury, bonjour. Bonjour. Monsieur PME, vous êtes responsable PME au sein d'Inforisque Dun & Bradstreet. Mohamed Douyeb également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour les amis. Journaliste, expert en médias et contenu de marque, fondateur de l'agence Le Média. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des Gilets jaunes, les originaux en France, avec le grand débat national qui a débuté hier, lancé par Emmanuel Macron, le président français qui a mouillé le maillot. Près de 7 heures de discussion avec 600 maires en Normandie pour lancer ce grand débat national censé durer jusqu'au 15 mars, 2 mois. Objectif, éteindre la contestation des Gilets jaunes. Va-t-il y arriver? C'est la question que nous nous poserons. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Un accord conclu donc avec les commerçants hier en fin d'après-midi après pratiquement, on va dire presque 48 heures de discussion quasi continue entre les commerçants, la Direction Générale des Impôts, et puis la douane, les deux administrations. Donc, Mohamed Douyeb, quand on regarde concrètement cet accord pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a pratiquement rien de nouveau. Tout est déjà établi. C'était plutôt des négociations pour rassurer, non ? Je dirais beaucoup de bruit pour rien, parce que de toute façon, accord, mais... Vous allez plus fort que moi, beaucoup de bruit pour rien. Oui, beaucoup de bruit pour rien. Je pense qu'on a un petit peu amplifié. Je pense qu'on a un petit peu essayé de politiser un petit peu, parce que les commerçants, faut pas oublier, c'est un vivier électoral, même si les élections sont un peu loin, mais je pense que deux partis de la majorité essaient un petit peu de s'attirer un petit peu la sympathie de ce vivier-là, et on connaît cette catégorie en tout cas d'acteurs. Sur quoi ils sont, j'allais dire, c'est une catégorie qui est très pragmatique et qui veut avoir des actions très concrètes. Donc je pense qu'avec cet accord-là, le PJD en tout cas et Réunion ont essayé de jouer un petit peu. On va peut-être voir aussi ce jeu-là. C'est coup des franges d'Othmani aujourd'hui. Je rappelle que quand même une star du RNI, un ministre, pour ne pas le citer, Monsieur Arnouch, qui avait même au cours d'un événement du RNI, avait même dit que comme quoi le problème remonte au gouvernement Benkiran. Donc c'est vrai, sur cette question-là, il y avait beaucoup de... Ouais. Donc pour moi, en tout cas, c'est beaucoup de bruit pour rien. Oui, l'accord rassuré, mais on va, je pense, décrypter. Mais franchement, pour moi, en tout cas, c'est une grande déception, parce que autant on essaye de ce que fait la DGI et d'autres institutions, d'instaurer la transparence, de faire pression sur les TPE et PME. Ça, Amine, il est beaucoup plus mieux placé peut-être que moi. Amine Dury est fâché aujourd'hui. Monsieur PME, voilà, donc autant on fait de beaucoup de pression sur cette catégorie de structures, et en face, on a du mal un petit peu à instaurer ne serait-ce qu'une mesure de transparence. Donc alors après... on a 15 points au total dans cet accord. Je vais vous citer les 4 premiers, parce que les 4 premiers, clairement, il n'y a pas de changement. Pas de facturation électronique pour les forfaitaires, c'était déjà établi. Bien pas sûr. d'ICE pour eux également. Ouverture de la possibilité pour les commerçants d'arrangement à l'amiable dans le cadre d'opérations de régularisation, tel que prévu par un article du Code général des impôts. Et puis pas de mise en œuvre de la facturation électronique sans concertation préalable. Là aussi, c'était prévu, Amine Dury. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je dirais que déjà je voudrais rappeler quand même un peu le contexte. Le contexte c'est déjà celui pour moi de l'informel. Je rappellerai rapidement une étude de HCP qui disait qu'au Maroc il y avait à peu près 1,7 million d'unités informelles. La DGI justement avait mis un certain nombre de mesures en place, lutte justement aujourd'hui contre ces fraudes parce qu'on a besoin de rentrées fiscales. De l'autre côté, on a encouragé ces unités informelles à rentrer dans le formel via des structures adéquates comme l'auto-entrepreneur. Et donc tout ça faisait que il était logique à un moment donné qu'on lutte de manière efficace contre ces structures informelles, grâce notamment à l'ICE qui permettait justement de traquer les entreprises qui ne travaillent pas de manière légale. Parce que finalement c'est ça qu'on dit, c'est des entreprises qui ne travaillent pas de manière légale. Et je rappellerai un dernier point, c'est qu'aujourd'hui il y a à peu près pour 50 milliards de dirhams de factures
provenant d'entreprises finalement qui ne sont inscrites nulle part. Donc c'est de la fausse facture. 50 milliards. 50 milliards, ça c'était un chiffre de l'économiste qui est sorti il y a quelques temps. Fiscale, hein. Exact. Voilà. Donc le contexte il est là. Donc on attendait beaucoup de l'application justement de la facturation électronique, de l'ICE, etc. Et particulièrement pour les commerçants grossistes. Voir maintenant ce rétropédalage, parce que maintenant il faut appeler les choses telles qu'elles sont, c'est un peu dommage parce que finalement les questions politiques. On parle de concertation, hein. Il y aura des concertations, mais on repousse peut-être à bien plus loin encore. Oui, on n'a pas d'horizon pour l'application de cette mesure. Et ce qu'on voit, c'est que finalement le politique l'a emporté, parce que finalement on a toujours un peu peur de cette question de ce soulèvement de l'informel, parce qu'il faut rappeler quand même le printemps arabe est parti de la révolte d'un commerçant de rue en Tunisie, et puis ça a donné ce que ça a donné. Et donc on a toujours un peu peur, surtout dans un contexte social marocain qui est quand même relativement tendu. Donc on n'a pas envie non plus de lancer des braises et que tout s'enflamme à un moment donné. Donc rétropédalage sur des mesures pour ne pas fâcher les grossistes. Bon, c'est dommage maintenant pour tout ce qui a été fait depuis des mois sur la volonté d'inclure justement ce secteur informel. Finalement, on repart un peu, pour moi, à zéro. On va en reparler. Le gagnant politique, Mohamed Douieb, parce que là, tout à l'heure, on imagine sans doute que le chef du gouvernement va vouloir s'afficher le plus possible devant Moulay Hafid El Anami, devant Mohamed Ben Chaboun. La photo souvenir. La photo souvenir. C'est qui le gagnant politique? C'est le RNI ou c'est le PJD? Ou il y en a aucun? Les deux, je pense. Je pense les deux. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ces 2 dernières journées, les négociations. Quand même, ils étaient encadrés quand même par les DG des impôts et de la douane, pour dire un peu l'enjeu de la chose, parce qu'on pouvait aussi envoyer juste des directeurs de département, mais aujourd'hui, c'est carrément les DG qui ont négocié avec ces commerçants. Mais en termes je pense que les deux parties sortent gagnants. Et puis, je rappelle dans le contexte aussi, c'est que ces commerçants, il n'y avait pas une forte pression. On parlait juste d'un mouvement qui était en train de naître. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le gouvernement s'est précipité. Je pense que c'est un cadeau. Alors que c'est quoi, ces gilets jaunes qui défilent à Meknès, ces commerçants gilets jaunes? Franchement, moi je n'ai pas vu une grosse pression. Ça veut dire que là, c'était pas le Maroc qui allait être bloqué, mais peut-être le gouvernement, en tout cas des parties prenantes, se sont dit peut-être que ça va prendre des proportions qui vont être inquiétantes. Donc on va rapidement, verrouiller le sujet. Et voilà, donner un petit peu raison à tout, parce que franchement, quand on voit cet accord, finalement les commerçants, comme tu disais, Amine, alléluia quoi. C'est voilà, donc on sort carrément du circuit. Et moi je suis aussi un chef d'entreprise quand je vois ça, mais je vous le dis franchement, c'est une frustration, déception. Quel argument aujourd'hui la DG peut avoir avec d'autres catégories? Quand on voit quand même des cadeaux quand même offerts, sur quelle base, parce que c'est des commerçants. Alors deux autres points de cet accord, les différents prestataires ou partenaires tels que les régies d'eau ou d'électricité, les banques ne sont pas tenus d'exiger un ICE aux entreprises soumises au forfait. Et dans le cas d'un contrôle douanier, tout document tel qu'un bon d'achat sera accepté pour la traçabilité des marchandises. Amine Diori. Et il faut ajouter aussi que ces commerçants ne sont pas tenus d'appliquer l'ICE sur leurs factures à la vente et à l'achat. Donc finalement, on crée une brèche par rapport à cette nouvelle loi qui doit être appliquée depuis le 1er janvier. Donc tous les secteurs de notre économie doivent appliquer, sauf les commerçants grossistes. À partir du moment où on crée une brèche, évidemment, moi, si j'étais représentant d'une fédération d'un secteur donné, je rentrerais dans cette brèche, je me dirais, pourquoi les commerçants et pas mon secteur à moi? Donc ça peut mettre de l'huile sur le feu, cet accord? Bien sûr. Ça peut mettre de l'huile sur le feu? Bien sûr. Moi, je sais pas, fédération TPE ou PME, je pense que la PME aujourd'hui a toutes les raisons d'être en colère et de voir tout de suite de provoquer peut-être une réunion, parce que quand on voit un petit peu toute la pression qui est aujourd'hui sur la TPE, Amine a les chiffres, les derniers chiffres, quand on voit le nombre de défaillances. Et on dit je pense. Non, mais tu as raison. Aucun geste. Moi, je salue cette célérité, cette rapidité de gestion de ce dossier-là. Et je me dis, quand on parle par exemple de start-up, quand on parle du cadre fiscal pour encourager la start-up, la jeune entreprise,
je ne vois pas ça. Franchement, on se pose la question. Amine Diouri. Il a complètement raison parce que en fait, on prend le cas de la TPE. Aujourd'hui, alors déjà les commerçants, quelle excuse entre guillemets ils sortent pour justement demander ce report, enfin en tout cas cette suspension aujourd'hui, c'est de dire les commerçants ne sont pas préparés, ni les dirigeants, ni les personnes qui travaillent pour ces entreprises, et de deux, c'est que le secteur aujourd'hui traverse une grave crise, une baisse forte de l'activité, qu'il y a une dégradation des marges, des dettes qui s'accumulent, mais ça c'est la définition. Enfin, toutes les TPE du Maroc aujourd'hui ont le même problème. Donc si on accorde justement un passe-droit pour un secteur donné, pourquoi on ne le fait pas pour tous les secteurs justement qui rentrent dans cette définition? Bon, quelle suite maintenant? Là, c'est clairement l'apaisement, limite applaudissements pour les commerçants de Casablanca et de Meknès. Oui, on a cherché l'apaisement, on va l'avoir, mais après le coût pour l'économie, c'est ça ce qui limite justement pour rigoler. Ça me donne envie même de devenir commerçant. Quoi. Je veux dire, avec cette brèche-là, tout le monde va y aller. Lancez-vous, Marie. On va lancer. Oui, avec ce cadre-là, tellement aucune transparence, vous ouvrez la porte à toutes les. Bien sûr. C'est une brèche mais pour l'économie, je pense que en tout cas, c'est pas une sortie par le haut et le Maroc ne sort pas gagnant, franchement. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Mohamed Douyeb. Rebonjour. Rebonjour. Journaliste, expert en compte une marque et fondateur de l'agence Le Média. Amine Diouri également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Monsieur PME, je crois que je vais arrêter de vous appeler Amine Diouri. Monsieur PME, tout simplement. Vous êtes responsable PME au sein d'Inforisque, Dun & Bradstreet. On continue donc à parler avec vous de cette contestation, sans doute définitivement enterré, j'allais dire des gilets jaunes parce que on va en parler, mais c'est vrai que certains ont enfilé des gilets jaunes, ces commerçants à Meknès, des commerçants, puisqu'un accord a été trouvé hier entre la douane, la direction générale des impôts et les instances qui représentent ces commerçants. On s'arrêtait sur ce point, Amine Diouri. D'ailleurs, vous êtes particulièrement en colère ce matin parce que finalement, cet accord en 15 points, dont pas grand-chose finalement est nouveau, peut-être permettre d'ouvrir des brèches pour certaines professions. En tout cas, on va vouloir peut-être réclamer aussi des faveurs, des arrangements avec le fisc ou avec la douane. Exactement, des arrangements pourront être demandés par rapport justement à cette nouvelle disposition de la facturation électronique, par rapport à l'ICE. Et puis, il faut rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui sont demandés à pas mal de secteurs d'activité, notamment en profession libérale, qui tout aujourd'hui ont dû négocier avec la DG des accords, justement pour une période donnée par rapport à, on va appeler ça un redressement fiscal. Et donc on demande des efforts d'un côté et puis de l'autre, finalement si on ne met pas en place ce traceur qui est l'ICE et qu'on ne mesure pas aujourd'hui le niveau d'activité qui existe au sein de ces commerçants, je vois pas comment on peut évaluer de manière concrète le volume d'activité et donc les impôts qui pourront être demandés demain par la DGI. La fameuse révolution de l'identifiant commun pour l'entreprise, qui était très, très attendue depuis des années et qui entre en application désormais. Et puis moi, juste par rapport à cet accord, moi je vois déjà avec tout ce qu'a fait la DG en termes de champion numérique, 100%, la traçabilité, tout ce dispositif, voilà, on arrive à quelque chose de très précis, de concret. Oui. La DG fait marche arrière. Alors que là, tout le principe, la stratégie était justement de driver tous les secteurs, tous les opérateurs en tout cas, pour que tout soit numérisé. Là, on arrive à vraiment, pour moi, c'est la première épreuve, un test grandeur nature, parce que autant l'entreprise, allez, on va dire qu'elle est plus ou moins prête, mais le commerçant peut-être qui travaille sur, un WhatsApp, il gère ça, ses commandes par WhatsApp, et je me dis là, c'est un vivier aussi pour la DG, justement, comment le numérique peut, mais ça dépend de la pédagogie, il faut donner rassurer cette population-là. Là, on fait marche arrière. Et là, c'est vraiment c'est dommage pour la stratégie, justement, de numérisation qu'a la DG a entrepris. Donc, j'allais vous poser la question, justement, Mohamed Douyeb, comment, au niveau communication, la DG va devoir peut-être réagir très rapidement, sortir, tenter d'avoir les mots pour apaiser peut-être. Franchement, moi, quand mais ça, c'est de loin. Je n'ai pas connaissance vraiment fine d'un petit peu ce qui se fait en termes de communication. Moi, je vois un petit peu ce qui est public, ce qui est publié. Je pense que là, il faudra faire beaucoup d'efforts parce que franchement, on découvre des choses, mais là, toujours la pédagogie qui manque. Est-ce qu'il ne serait pas opportun, peut-être, dans les prochains jours, très prochains jours, d'annoncer une date précise, des conditions de négociation, de consultation sur la facturation électronique,
Ou ça serait un peu risqué Non, très risqué, bien sûr. Ça serait non, je pense que là, fixer un cap, moi je pense que le politique a joué. Je pense que le politique, quand il y a le politique qui rentre dedans, je pense que les institutions telles que la DGI ne va pas prendre le risque d'aller sur ce terrain-là. Mais je pense la communication qui devrait, c'est d'avoir plus rassuré ceux qui vont dire pourquoi pas nous, pourquoi les autres, pourquoi les commerçants sont hors circuit et nous. Donc ça va être très compliqué pour ces institutions d'aller réclamer, de demander de la transparence de la part d'autres catégories. Amine Diouri. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de calendrier et je pense que, voilà, une fois ce dossier refermé, entre guillemets, on passera à autre chose, on oubliera ce qui s'est passé et puis voilà, il y aura encore un pan de notre économie qui échappera à une certaine visibilité, une certaine transparence. Voilà, finalement c'est le politique qui a décidé. Sur le volet politique, on parlait justement RNI, PJD, notamment que se sont envoyés des flèches. On a entendu Aziz Arnouch le week-end dernier qui accusait le gouvernement Ben Karan et ce gouvernement y compris. Alors le PJD lui a rétoqué, c'est bien gentil, mais le RNI, vous êtes également aux commandes du gouvernement. On n'a pas beaucoup entendu les partis d'opposition. Est-ce que le PAM, l'Istiklal pourrait tenter de tirer la corde maintenant Ils ont une autre bataille, je crois. L'Istiklal a une autre bataille. Ils préparent pour Nizar et sa team, Nizar Barak et sa team. Et se faire le porte-drapeau d'autres professions? Non, peut-être oui, mais c'est un vivier en tout cas, même pour l'Istiklal. Mais aujourd'hui, c'est aussi assez surprenant qu'on les a pas entendus sur cette question-là. On les voit plus sur des questions de la langue d'enseignement. Là, ils montent au créneau, mais sur des sujets qui est vraiment très important pour l'économie marocaine, on les entend peu, donc c'est quand même curieux. Donc voilà. Dans un instant, on va parler des Gilets jaunes, les originaux, en France. On va parler du grand débat national qui a été lancé hier avec Emmanuel Macron, le président français, qui a mouillé le maillot. Pratiquement 7 heures de discussion avec les maires, 600 maires réunis en Normandie pour lancer ce grand débat censé contenir, voire mettre fin à la crise des Gilets jaunes qui a démarré début novembre. Tout de suite, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diouri, un coup de gueule, un coup de cœur ce mercredi? Alors ce sera un gros coup de gueule. Mauvaise humeur aujourd'hui. Oui, c'est logique en même temps, c'est vrai. J'ai regardé ce fameux reportage sur Amazon et le gaspillage qui a été fait, donc la destruction de millions de produits quasi neufs, sachant que en France, les grossistes de Casablanca qui seraient contents pour les récupérer. Non mais pire que ça, c'est de l'égoïsme pur et dur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de familles, d'enfants qui rêveraient d'avoir ce type de produits et on voit qu'ils sont détruits et en plus non seulement il faut voir aussi l'impact sur l'écologie parce que le plastique ça se dissout pas comme ça. Donc voilà, globalement pour moi on voit l'exemple typique d'une économie égoïste. Barben Douyem, coup de gueule, coup de cœur? Plutôt un coup de cœur. Je pense que le Parlement, on s'ennuie un petit peu, à part on n'assiste plus à ce genre de débat houleux, mais hier, il y avait cette députée pamiste qui a envoyé une question écrite en Tifina. Vous savez qu'aujourd'hui, la langue amazigh au Parlement, certains parlementaires posent la question, mais il n'y a pas de réponse, la langue n'est pas vraiment appliquée au Parlement. Donc j'ai trouvé le geste vraiment intéressant. Elle a posé une question sur le refus de certains prénoms amazigh dans le registre civil et donc au ministre de l'Intérieur. J'ai trouvé quand même que l'initiative est assez intéressante. Ça permet aussi souvent de rebondir sur ce genre de questions, mais de manière assez élégante. Donc voilà, chapeau. Deuxième partie des Décodeurs Atlantiques et donc direction la France avec la crise des Gilets jaunes. Le grand débat national a débuté hier. Emmanuel Macron était devant 600 maires, prestation de pratiquement 7 heures pour aborder l'ensemble des sujets relevés par les maires auprès des Gilets jaunes pour tenter de répondre en partie aux préoccupations. Grand débat national qui va durer 2 mois. C'est un exercice inédit sous la Ve République. Amine Diouri, est-ce que ce grand débat national va pouvoir mettre fin à la crise des Gilets jaunes? Alors, pour moi, non. Clairement, je pense même qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Parce que déjà, il faut voir comment est structuré ce grand débat national. C'est assez intéressant d'un point de vue sur la forme. C'est assez intéressant parce que on a l'impression que ça donne un souffle démocratique et qu'on consulte les citoyens français par rapport à un certain nombre de choses. Ils ont la possibilité de s'exprimer via différents supports, c'est-à-dire via une plateforme numérique, aller directement auprès de leur mairie, organiser chez eux des conférences réunissant des Français pour débattre de sujets. Donc sur la forme, je trouve ça très intéressant. Sur le fond,
il suffit de lire par exemple la lettre d'Emmanuel Macron aux Français pour comprendre qu'il y a quand même un vice. Lettre qui va être envoyée à l'ensemble des Français. Ouais. Le coût de l'envoi de cette lettre, 10 millions d'euros, ça fait beaucoup le buzz au sein des réseaux sociaux des Gilets jaunes. Bon, ça, c'est un peu 10 millions d'euros, c'est une petite goutte dans le financement de l'État français. On rappelle qu'il y a plusieurs thématiques. Il y a la thématique de la fiscalité des dépenses publiques, la thématique de l'organisation de l'État et des services publics, de la transition écologique et de la démocratie et de la citoyenneté, qui seront donc les 4 thématiques phares de ce grand débat national. En revanche, je ne sais pas ce que je dois dire, si je dois dire qu'il y a des tabous, il n'y a pas de tabou, parce que quand on entend le président français hier qui dit sur l'ISF il n'y a pas de tabou, mais finalement, il garde le cap, on sait très bien qu'il garde le cap, Emmanuel Macron. Non, mais comme disait Emile, il existe intéressant. Moi, j'ai vu un peu hier, parce que quand même c'était long, mais je pense, en tout cas selon les échos d'hier soir et de ce matin, déjà Emmanuel Macron est remonté dans sa cote de popularité, il a gagné 4 points. Donc, parce que l'idée qu'on avait hier, c'est que on a en face un président qui maîtrise tous les sujets. Mais bien sûr, il y avait sauf un seul. Il l'a tourné au sketch. Voilà, la fameuse question. Oui. Et puis cette phrase assassine à la fin en coulisses sur qui a fait un petit peu le buzz. Mais en 7 heures, il a répondu à toutes les questions. Et conclusion pour moi, en tout cas, il maintient le cap. Donc il n'y a aucun changement par rapport à sa stratégie. Donc aujourd'hui, sur la forme, on ouvre le débat et on écoute un peu les doléances, mais je pense pas qu'on va que Macron va changer de cap. On rappelle ce chiffre, 41% des Français qui sont intéressés pour participer à ce grand débat national. C'est un chiffre assez intéressant quand on sait qu'aujourd'hui 60% des Français soutiennent encore la contestation des Gilets jaunes. Quels vont être les éléments qui peuvent a minori jouer en faveur ou en défaveur de ce grand débat national? On va regarder attentivement notamment la prochaine manifestation samedi prochain des Gilets jaunes. Oui, ça, ce sera déjà un premier fait à observer. Mais moi, je reviendrai sur la lettre de Macron, parce que je l'ai lu attentivement. Et j'ai remarqué plusieurs choses. La première chose, c'est que dans cette fameuse lettre, il fait un peu les questions et les réponses. C'est-à-dire qu'il parle, par exemple, il parle de la fiscalité. Il dit, ok, on peut baisser la fiscalité, mais derrière, ça signifie qu'il va falloir baisser les dépenses. Donc déjà, déjà, c'est un programme. Et puis en plus, je vous posais la question aux Français. On a entendu Bruno Le Maire également, le ministre de l'économie, cette question, réduire les dépenses. Voilà. Donc, et en plus, vous posez la question aux Français sur des questions hyper compliquées comme la fiscalité, sur le mode de gouvernement, la transition écologique. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui comprennent les enjeux profonds de ce qu'est la fiscalité ou la transition écologique. Même moi, honnêtement, vous me posez la question aujourd'hui, je suis incapable de répondre. Et puis, en fait, pour moi, il y a aussi un autre point, c'est qu'il a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les sujets sont ouverts. Ah, d'ailleurs, autre chose. Il dit qu'on discute de tout, sauf de ce qui a déjà été fait. Voilà. Donc, il veut pas revenir sur ce qui a été fait. Il est hors de question de cela. La boîte de Pandore, c'est, on peut parler des sujets comme l'immigration. Très bien, mais sachant que sur les Gilets jaunes, il y en a beaucoup qui sont anti-immigration, qui considèrent que c'est à cause de l'immigration qu'aujourd'hui, les rémunérations sont faibles, etc. Donc, si on commence à creuser un petit peu, on va se rendre compte. Imaginez qu'à la fin de ce grand débat, on se dit l'immigration, non, on veut plus d'immigration, il faut renvoyer tous les immigrés chez eux. Et il va faire quoi Macron à ce moment-là? Et puis dernière chose, on est le 15 mars, tous les Français se sont exprimés, et qu'est-ce qui se passe? Il reste un mois. Il y a des mesures qui vont passer au Parlement, mais je rappelle une chose quand même, c'est que en réalité le pouvoir il appartient pas au Parlement français. Au-dessus du Parlement français, il y a le Parlement européen. C'est les lois européennes qui régissent, qui ont le pouvoir sur le Parlement français, sur les lois françaises. Donc on peut très bien décider, les Français peuvent très bien dire on veut faire ça, et une législation européenne qui va vous dire non vous pouvez pas parce que la loi européenne dit que c'est comme ça. On a aussi un autre point important, Emmanuel Macron qui hier a clairement dit son opposition de point de vue sur le référendum d'initiative citoyenne. Il a déclaré que ce référendum d'initiative citoyenne allait à l'encontre d'une démocratie représentative et donc mettait finalement en confrontation quelque part. Et puis ça ouvre la voie à l'incertain parce que on rappelle. Est en contradiction avec le Parlement, avec exactement, le rôle des députés. Mais pas seulement. Tous les corps intermédiaires sont zappés ici. Exactement. Il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de médias, il n'y a plus de représentants politiques. L'exemple pour moi du
du Royaume-Uni est assez, dans ce sens, très très important. Voilà, on ouvre le référendum, voilà le Brexit, voilà à quoi on assiste aujourd'hui, aux pays en blocage. Mais moi, je reviens sur l'exercice inédit. Je pense que, en termes de forme et de communication, je pense que on a assisté hier à quelque chose d'assez inédit en termes de communication, parce que quand même, tenir 7 heures, répondre à toutes les questions. Je pense, je me rappelle pas. On imagine qu'on s'est préparé soigneusement. Bien sûr, ça veut dire tous les sujets en direct. Je pense il revient de loin, Macron, avec tout ces dernières semaines. Je pense déjà se lancer dans cet exercice avec la difficulté qu'on connaît. Je pense que c'était quoi? C'était montrer je suis là physiquement, je suis impliqué à 100%. Je pense qu'il a laissé faire un peu pour voir un peu jusqu'où va aller la contestation. Et puis moi, je retiens un terme hier, c'est que il a parlé de fracture. Je pense que ce terme-là a été employé à plusieurs reprises pour dire que finalement, moi, je gère une fracture qui remonte à une trentaine d'années, fracture sur le plan économique, déséquilibre entre les territoires, notamment sur la richesse. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est important, ces éléments de langage qu'on parle. Moi, j'ai entendu fracture. Même si je suis pas concerné, mais parce qu'on fait le parallèle aussi. Imaginez qu'aujourd'hui un chef de gouvernement marocain puisse se lancer dans un exercice pareil avec et pourquoi ne le ferait pas, par exemple, aller sur le terrain au lieu d'être on attend un débat sur le nouveau modèle de développement. Par exemple, pourquoi on lance pas vraiment cette consultation là? C'est l'exercice, il est inédit, mais il faut avoir les moyens de le faire et l'audace et le volontarisme pour le faire. Donc peut-être ce serait bien pour nous aujourd'hui le contexte qu'on vit, de se rapprocher un petit peu des citoyens de cette manière-là, mais il faut maîtriser l'exercice. Bon, améliorer du côté de l'opposition, on est partagé. Il y a du côté du Parti socialiste, des Républicains, du MoDem, une volonté d'y participer, en tout cas de participer à ce grand débat national du côté des deux partis d'extrême droite et d'extrême gauche, France Insoumise et puis Rassemblement National. On n'a pas dit clairement qu'il ne fallait pas y participer, on n'a pas appelé à ne pas y participer, mais on a dit qu'on n'y croyait pas. Je pense qu'ils ont dit clairement. On n'y croit pas, c'est un grand débat là. J'ai vu une interview d'un représentant de la France Insoumise qui parlait d'une imposture, je crois. Oui, les mots sont forts, mais on n'a pas appelé à ne pas y participer. On n'y croit pas. Mais bon, je pense qu'ils ont raison. Aujourd'hui, le véritable parti d'opposition, c'est la France Insoumise et c'est surtout le Rassemblement National. Et je pense qu'ils comptent sur le fait que tout ce grand débat va aboutir à rien, et qu'à ce moment-là, ils vont surfer sur la grande frustration qui va naître de ce grand rien, et récupérer. En plus, normalement, les propositions concrètes qui devront être faites par Macron arriveront quelques semaines, genre 2 semaines avant l'élection européenne. Oui. Donc évidemment, le Rassemblement National a tout intérêt à attendre qu'il se passe rien et que les Français frustrés votent pour Marine Le Pen. Bon, l'objectif pour Emmanuel Macron, c'est de tenir jusqu'aux élections européennes finalement. Oui, c'est ça l'agenda. On ne veut pas dissoudre le Parlement et on espère au maximum que ce grand débat national se passe le mieux possible. Bien sûr, moi je pense qu'il garde le cap sur sa stratégie, sur ses mesures. Je pense que là c'est plus pour la forme, mais je pense que l'exercice il est vraiment inédit et je pense que déjà donner la parole c'est déjà parce que on assiste à les limites d'un exercice démocratique aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas penser à d'autres mécanismes. L'élection en soi n'est pas un ticket, ça vous donne pas un chèque, ça vous donne chèque pas en blanc. Exactement. Donc je pense que là, même pour le personnel politique, même si on est élu, je pense que c'est ça la leçon, c'est de se dire que finalement il faut garder le contact, parce que sinon, ce qui s'est passé en France, je pense c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je croyais qu'on était sur un personnel politique qui croyait peut-être tout maîtriser, et puis de l'autre côté, on avait toute une catégorie qui se sentait carrément hors circuit de tout ce qui se décidait. Donc vraiment là, on assiste à quelque chose d'historique. Il y a eu des éléments de langage d'Emmanuel Macron qui a adopté un ton particulièrement familier, parfois peut-être trop familier. Cette phrase, notamment, les gens en situation de difficulté, on va davantage les responsabilités, car il y en a qui font bien et il y en a qui déconne. Alors, comme à son habitude, comme à son habitude, cette petite phrase. Ça peut parler à certaines opinions publiques. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Je pense qu'il joue toujours sur ce. Ça peut toucher la droite. Après 7 heures d'un franc-parler et je pense que cette phrase assassine a fait plus parler que du direct. Mais c'est sa spécialité en tout cas. Mais je pense qu'il sait ce qu'il fait quand il lance ce genre de phrase, justement, jouer sur la provocation, remonter un petit peu
toute la colère qui peut exister. Voilà. Mais tu as raison, c'est vrai. In fine, qu'est-ce qu'on retient? C'est la petite phrase. Oui. Et c'est ça qui est dommage. Et malheureusement, je pense qu'il n'a pas encore compris les erreurs de sa communication. Je pense. Je suis pas un expert là-dedans, mais je pense il avait déclaré début décembre qu'il avait compris ses erreurs de langage, de maladresse. Apparemment pas, parce que chaque fois qu'il s'est exprimé, qu'il a sorti des petites phrases, ça a été immédiatement repris par l'opposition et c'est resté dans la presse et finalement les Français n'ont retenu que ça. Et tout le reste du message a été dissous. Donc pour moi c'est aussi une maladresse. Quand on dit quelque chose d'aussi important, quand on parle d'égalité, quand on parle de fraternité, quand on parle de lutter contre les inégalités, on essaye d'éviter ce type de phrase qui finalement fait oublier le reste. Ce matin, Moustapha Tossa, journaliste politique, était l'invité du Grand Morning. Il a déclaré bien que sans doute, plus que jamais, aujourd'hui, cette contestation des Gilets jaunes est un frein clair et net pour Emmanuel Macron. Reste à savoir si ça va conduire à un accident ou pas un accident dans les prochains mois. Moi, je pense pas que c'est un frein. Pour ces réformes, en tout cas. Pour ces 2 mois et demi de contestation, ça laisse des traces de cicatrices. Mais je vous dis 2 mois, 3 mois, mais après, je pense devant un Macron maintenant, depuis son mandat, on sait comment il fonctionne. Je pense pas, en tout cas, il donne pas, en tout cas, l'impression, en tout cas, aujourd'hui, qu'il va céder sur ce. Et ce qui s'est passé hier, c'est dans son discours, on n'a pas l'impression, en tout cas, qu'il a. Ils vont en faire une chance, ce débat national. Opportunité politique pour aller jusqu'au bout de sa réforme, parce qu'il est, je pense qu'il a dit hier, je suis cette génération du numérique, donc il a notre mindset. Donc aujourd'hui, c'est pas, malgré cette colère-là, il est sur une autre dimension. Donc je pense pas que ces gilets, en tout cas, la contestation va freiner quoi que ce soit. Ça va faire dans la douleur, mais je pense pas qu'il y aura en tout cas, on verra dans les semaines prochaines, mais pour moi, pas de repli sur ce. Mais c'est vrai qu'il y avait cette réforme des retraites qui devait marquer l'année 2019. On voit mal Emmanuel Macron adopter une grande réforme comme celle-ci cette année. C'est super sensible. Une réforme de retraite, la réforme de l'assurance chômage. Dans un contexte pareil. Dans un contexte pareil, c'est. Alors pour l'assurance chômage, ça a commencé. Il y a des mesures qui ont été publiées. On va supprimer carrément les aides au chômage au bout de 2 offres d'emploi refusées, alors qu'auparavant l'exécutif parlait d'une diminution ou d'une suspension, clairement. Donc non, mais c'est quand même des sujets qui sont hautement explosifs, surtout actuellement. Pour moi, effectivement, je pense que l'année, en tout cas, elle va être. Tout dépendra de ce qui se passera après le 15 mars. Si effectivement il réussit à s'en sortir, ce qui pour moi reviendrait plus à de la magie. Pour l'instant, il a eu de la magie avec Fouillard. La magie carrément. Je ne sais plus. C'était quoi exactement la déclaration dans les coulisses d'Emmanuel Macron lors de sa victoire? On a fait un braquage, un hold-up. On a fait un hold-up politique. Oui. J'y crois moyennement cette fois-ci, mais bon. Donc attendons de voir. Si ça se passe bien pour lui, effectivement, il pourra continuer à mener le train des réformes qu'il a annoncé. Si ça se passe moins bien, à voir. Bon, Mohamed Douieb, vous misez une pièce ou pas sur la sortie par le haut d'Emmanuel Macron? Franchement, là, depuis hier, ce que j'ai vu hier, franchement, pas de changement de cap. Je pense qu'il va y aller là. Amine Diori, une pièce sur quoi? Pareil, sur la sortie par le haut d'Emmanuel Macron? On va en parler. Moi, j'y crois pas du tout. Non, on est un petit café. Sur le fond, on est un peu dans du populisme. On n'est même pas dans. On donne la parole au peuple, mais pour moi, c'est plus du populisme qu'autre chose. Donc, on va pas ressortir avec des idées grandioses et on va pas ressortir par le haut. Parce que s'il l'a pas fait, on aurait dû encore une fois, il prend les citoyens d'en haut, il donne même pas la parole. Je pense que personne ne s'y attendait à ce débat. Et c'est là où lui crée un petit peu la surprise. Et là, il veut créer une opportunité politique. Donc, on verra comment cette opportunité va être saisie. Donc, les semaines prochaines vont être très révélatrices. Presque décisives. Merci, messieurs. On en parlera bien évidemment encore de ce grand débat national en France. Mohamed Douieb, à très bientôt. Merci, André. Je rappelle que vous êtes journaliste et expert en médias et contenu de marque, fondateur de l'agence Le Média. Amine Diori, à bientôt. À bientôt. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les Experts Atlantiques, votre émission citoyenne présentée par Fessat Adlaoui. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.